Dans un village reculé du Burkina Faso, un garçon orphelin ouvre un livre d'histoire en ruine et découvre bien plus qu'un simple texte. En fouillant parmi les pages abîmées d'un manuel scolaire américain, il trouve une lettre oubliée écrite par un soldat des décennies plus tôt. Ce n'était pas un message de victoire, mais une confession chargée de regrets, racontant un drame qui a marqué une époque. Cette lettre, jamais envoyée, a survécu à travers les océans, traversant le temps pour atteindre cet enfant sans passé. Pourquoi cette lettre est-elle si importante et ce qu'elle révèle pourrait-il changer notre perception de l'histoire? Cette histoire n'est pas seulement celle d'un garçon qui découvre une lettre oubliée dans un livre ancien. C'est une invitation à explorer les secrets cachés du passé et à comprendre pourquoi certaines vérités sont restées enterrées si longtemps. La lettre, écrite par un soldat américain, raconte un événement tragique que beaucoup ont préféré oublier. Mais aujourd'hui, elle refait surface, apportant avec elle une question fondamentale. Qui porte la responsabilité des atrocités commises lors de conflits passés et comment ces histoires peuvent-elles influencer notre présent? Le président Ibrahim Traoré, lorsqu'il prend connaissance de cette lettre, choisit de répondre non pas par la colère ou par l'indignation, mais par un acte symbolique de mémoire. Il décide que cette lettre ne doit pas être ignorée et que son message doit être entendu non seulement au Burkina Faso, mais aussi au-delà des frontières. Cette démarche, bien que risquée, pourrait bien changer la façon dont le monde voit l'histoire coloniale et militaire, ainsi que la responsabilité des nations envers leurs erreurs passées. Mais ce choix de Traoré pourrait-il ouvrir la voie à une réconciliation réelle ou est-ce un piège diplomatique? La lettre trouvée par Malik, un garçon d'un village reculé du Burkina Faso, est bien plus qu'un simple souvenir d'un autre temps. Elle raconte un événement oublié, un incident tragique survenu pendant la guerre froide lorsque des soldats américains ont été envoyés en Afrique de l'Ouest sous le prétexte de protéger des intérêts stratégiques. Mais ce que le soldat William C. décrit dans sa lettre n'est pas un acte héroïque. C'est une mission qui a échoué, une décision prise sous pression qui a conduit à la mort de villageois innocents. Le soldat écrit qu'il ne se souvient plus des détails précis, mais il se souvient des regards des femmes et des enfants qui ont péri à cause de ses actions. Ce n'était pas une victoire militaire, mais un échec humain. Pourtant, la lettre n'a jamais été envoyée. Elle a été oubliée dans les archives de la guerre jusqu'à ce qu'elle refasse surface bien des années plus tard, dans un coin reculé du Burkina Faso. Quand le président Ibrahim Traoré découvre cette lettre, il ne réagit pas avec indignation. Il ne demande pas de représailles ou d'enquête. Au contraire, il répond par un acte de mémoire. Il choisit de rendre publique la lettre, de la partager avec le peuple burkinabé et au-delà, en invitant les Américains à se souvenir de ce qu'ils ont oublié. Traoré ne cherche pas à accuser ou à punir. Il cherche à ouvrir un dialogue sur la responsabilité collective et la nécessité de reconnaître les torts passés, même s'ils sont longtemps restés cachés. Dans un contexte où de nombreux conflits en Afrique ont été marqués par des interventions étrangères, cette décision a des implications profondes. Elle invite à une réconciliation fondée sur la vérité plutôt que sur la vengeance. Mais cette initiative sera-t-elle perçue comme un acte de courage ou comme une tentative de manipulation politique? Malik, le garçon qui a découvert la lettre, est bien plus qu'un simple témoin dans cette histoire. Il devient un symbole de la transmission de la mémoire, un messager du passé qui, sans le savoir, porte le fardeau d'une vérité oubliée. Malik ne comprend pas immédiatement l'ampleur de sa découverte. Lui, comme beaucoup de ses pairs, ignore la guerre froide, les tensions politiques et les erreurs commises par des puissances étrangères sur leur sol. Mais en lisant la lettre à haute voix devant sa classe, il devient l'instrument d'une prise de conscience collective. Ce moment, simple et silencieux, fait basculer le destin de nombreux habitants du village, mais aussi des générations entières.
La réaction des adultes, et en particulier des enseignants, montre que l'histoire n'a pas été oubliée par hasard. Elle a été soigneusement enterrée, effacée des consciences et des mémoires. Le président Ibrahim Traoré reconnaît rapidement l'importance de cet événement. Il voit dans la découverte de la lettre une occasion de redonner une voix à ceux qui ont été réduits au silence. Traoré ne se contente pas de faire une déclaration publique. Il se rend personnellement sur place, dans le village où Malik a trouvé la lettre. Là, il rencontre les anciens, les témoins de cette époque, et les invite à raconter leurs histoires. Ce geste n'est pas simplement symbolique, c'est un acte de réconciliation et de réparation. En prenant cette décision, Traoré crée un espace où la vérité peut être entendue, un espace où le passé n'est pas réécrit, mais accepté dans sa pleine complexité. Lorsque la lettre de William C. commence à se propager, elle déclenche une série d'événements imprévus qui résonnent bien au-delà des frontières du Burkina Faso. D'abord, la réponse internationale est rapide mais mitigée. Les médias américains commencent à couvrir l'histoire, certains saluant la démarche de Traoré comme un modèle de leadership moral, et tandis que d'autres expriment des réserves sur la façon dont cette histoire pourrait être utilisée pour attaquer l'histoire militaire des États-Unis en Afrique. Toutefois, ce qui retient l'attention, c'est la réponse du peuple burkinabé qui trouve dans cette lettre un miroir de ses propres douleurs et ses luttes non résolues. Beaucoup commencent à se souvenir d'événements qu'ils avaient eux-mêmes oubliés, des récits de violences, d'interventions étrangères et de décisions politiques prises dans l'ombre. Les témoignages affluent et la société civile, jusqu'alors silencieuse, se fait entendre. Au sein du gouvernement burkinabé, les avis sont partagés. Certains conseillers de Traoré estiment que cette initiative pourrait nuire aux relations diplomatiques avec les États-Unis, mais le président reste résolu. Il comprend que ce n'est pas seulement une question de diplomatie, c'est une question de dignité et de mémoire collective. Traoré, en toute confiance, organise une série de dialogues publics invitant des experts, des historiens et des représentants de la société civile à partager leurs opinions et à discuter de l'impact de cette lettre et de la réconciliation historique. Ce processus prend une ampleur inattendue. Il devient un événement mondial attirant l'attention des Nations unies, de l'Union africaine et de nombreux observateurs internationaux. Le sommet civique intitulé Écho et responsabilité, qui réunit des représentants de divers pays africains, des historiens, des vétérans de la guerre froide et des activistes, est une étape décisive. Plutôt que de faire pression pour des réparations financières ou des sanctions, Traoré propose une approche radicale, celle du dialogue, de l'écoute et de la reconnaissance des fautes historiques sans chercher à accuser directement les gouvernements. Il insiste sur le fait que l'histoire ne doit pas être un fardeau que l'on porte seul, mais une charge collective que les peuples doivent porter ensemble en toute transparence. À mesure que le sommet avance, de nouvelles voix s'élèvent, des vétérans américains, des personnes qui ont été témoins de ces événements commencent à parler de leur propre expérience. Certains expriment des regrets, d'autres se défendent en expliquant qu'ils ont agi sous désordre. Pourtant, ce qui émerge de ces discussions, c'est une volonté de réconcilier les mémoires, de donner aux victimes une place dans l'histoire. Cela marque un tournant. Les nations commencent à comprendre que la véritable réconciliation ne passe pas par des sanctions ou des jugements externes, mais par l'acceptation mutuelle des récits, aussi douloureux soient-ils. Les anciens combattants et les civils se rejoignent dans un espace de mémoire partagée, où la vérité est plus importante que la culpabilité. Dans les semaines suivantes, les médias internationaux continuent de suivre de près l'évolution de cette situation. La réponse des États-Unis reste discrète, mais les discussions privées entre les diplomates des deux pays commencent à se multiplier.
il devient évident que cette simple lettre, trouvée dans un livre abandonné, a déclenché un processus de réévaluation de l'histoire coloniale et militaire américaine en Afrique. Ce n'est pas un simple incident isolé, mais un moment qui force le monde à revoir ses principes de justice et de responsabilité collective. Les effets de la publication de la lettre et du sommet écho et responsabilité sont mesurables, et les premières données recueillies sont saisissantes. En quelques jours, les réseaux sociaux américains ont été inondés de discussions, avec plus de 10 millions de vues sur les vidéos de la lecture de la lettre. Les hashtags tels que le mot dièse, lettre de la mémoire, et le mot dièse, responsabilité collective, ont commencé à circuler sur Twitter, Facebook et Instagram, avec des témoignages de civils et d'anciens soldats exprimant des regrets et des réflexions sur leurs actions passées. Le nombre de commentaires sur ces publications a dépassé les 500 000, ce qui montre l'ampleur de l'impact émotionnel que cette histoire a provoqué. Un sondage mené aux États-Unis révèle que 62% des Américains ont exprimé un sentiment de honte ou de culpabilité après avoir découvert l'histoire de la lettre et son contexte historique. De plus, 41% d'entre eux ont déclaré qu'ils soutiendraient une réévaluation des opérations militaires menées en Afrique de l'Ouest durant la guerre froide. À l'échelle mondiale, la portée de l'histoire s'élargit encore. En Afrique, plusieurs gouvernements ont exprimé leur soutien à l'initiative de Traoré et des discussions ont été lancées dans des forums comme l'Union africaine. Un rapport publié par l'Observatoire des conflits contemporains montre que la lettre a incité une réévaluation de l'implication des puissances étrangères dans les conflits africains, en particulier celle des États-Unis et de l'Union soviétique pendant la guerre froide. Selon une analyse de données recueillies auprès de journaux africains, plus de 85% des articles publiés sur ce sujet mentionnent le besoin de repenser les politiques de mémoire historique et la nécessité de créer des mécanismes de réparation, bien que non financiers, pour les victimes d'interventions étrangères. Les médias internationaux ont également été touchés par cet appel à la réconciliation. Des études menées sur la couverture médiatique montrent que plus de 150 articles de presse ont été publiés dans des journaux de renom comme le New York Times, le Guardian et Le Monde. Ces articles ont attiré l'attention sur la manière dont l'histoire coloniale et les erreurs militaires passées sont souvent négligées dans les manuels scolaires et les discussions publiques. Le nombre de demandes d'accès aux archives militaires américaines concernant les opérations en Afrique de l'Ouest a augmenté de 40% en seulement un mois après la diffusion de l'histoire. En France, des bibliothèques ont organisé des discussions publiques sur les relations entre l'Europe et l'Afrique. Et plus de 100 000 personnes ont participé à des événements en ligne et en personne. Du côté des actions concrètes, les résultats les plus notables viennent de la Commission nationale sur la mémoire historique et la dignité civile qui a été créée par le gouvernement burkinabé sous l'impulsion de Traoré. En 6 mois, cette commission a recueilli plus de 5000 témoignages de survivants et de témoins de différents événements liés à des interventions étrangères en Afrique, contribuant ainsi à une meilleure compréhension de l'impact de ces actions sur les populations locales. Les écoles du Burkina Faso ont commencé à intégrer des modules sur les vérités historiques dans leurs programmes éducatifs, tandis qu'une exposition itinérante a été lancée pour partager les récits de ces événements souvent négligés. La question qui se pose maintenant est de savoir si ces avancées vont se traduire par des changements durables dans les relations internationales et si elles ouvriront la voie à une nouvelle ère de transparence et de responsabilité dans les actions militaires étrangères. L'initiative de Traoré, bien qu'innovante et symbolique, n'est pas sans ses détracteurs.
Certains estiment que cette démarche pourrait être perçue comme une tentative de manipulation politique, un moyen pour le président de détourner l'attention des problèmes internes du Burkina Faso. D'autres soutiennent que cette politique de mémoire pourrait raviver des tensions diplomatiques avec les États-Unis et d'autres nations occidentales qui ont joué un rôle dans les interventions militaires en Afrique pendant la guerre froide. Cependant, il est important de considérer les arguments en faveur de l'initiative de Traoré. Tout d'abord, l'appel à la mémoire n'est pas un acte de vengeance, mais un appel à la responsabilité collective. En choisissant de ne pas incriminer directement les États-Unis, Traoré crée un espace de dialogue, où les erreurs du passé sont reconnues sans pour autant créer de division. Ce choix permet d'éviter l'escalade des tensions diplomatiques tout en mettant l'accent sur la réconciliation plutôt que sur la punition. De plus, le fait que la démarche soit inclusive et cherche à rassembler des voix du monde entier, notamment des anciens combattants américains, montre une volonté d'élargir le cercle de la discussion. Traoré invite les acteurs internationaux à réfléchir ensemble aux erreurs passées dans l'espoir de construire un avenir plus transparent et plus juste. Deuxièmement, cette démarche contribue à briser le silence historique qui pèse sur l'Afrique et à faire émerger des récits souvent oubliés. En ouvrant la voie à une reconnaissance des torts du passé, Traoré crée une opportunité pour l'histoire de se reconstruire sur des bases plus solides, plus inclusives. Le soutien de nombreux pays africains à cette initiative montre qu'il existe un désir profond de prendre en main l'histoire du continent, de la raconter sans la censure imposée par des intérêts étrangers. L'initiative de Traoré s'inscrit dans une tradition de réconciliation qui dépasse les frontières nationales et qui appelle à la solidarité des peuples pour réparer les injustices historiques. Enfin, en n'adoptant pas une approche punitive, mais une approche de vérité et de réconciliation, Traoré ouvre un chemin vers la guérison. Ce n'est pas une solution immédiate aux problèmes géopolitiques de l'Afrique, mais une fondation pour un avenir où les nations et les peuples peuvent se parler et se comprendre. La véritable question est de savoir si le monde est prêt à adopter ce modèle de leadership. Un leadership qui privilégie la vérité et la réconciliation plutôt que la vengeance et la division. Le sommet écho et responsabilité atteint son point culminant avec la révélation d'un tournant inattendu. Après plusieurs jours de discussion, le président Ibrahim Traoré prend la parole pour annoncer une nouvelle initiative qui changera à jamais le cours de l'histoire. Plutôt que de se contenter de dialogues ou de simples déclarations, Traoré propose la création d'un comité international de la mémoire partagée, un organisme indépendant qui rassemblera des témoignages de toutes les nations impliquées dans les événements de la guerre froide en Afrique. Ce comité aura pour mission de recueillir et de préserver les histoires des victimes des interventions militaires, mais aussi celles des témoins et des responsables militaires. Il ne s'agira pas de juger, mais de conserver une mémoire collective afin que les générations futures puissent comprendre les erreurs du passé et éviter qu'elles ne se répètent. Cette annonce fait sensation, car elle marque une rupture avec la tradition de la politique internationale, où les discussions de mémoire sont souvent éclipsées par les enjeux géopolitiques. Pour la première fois, un pays africain invite le monde à se réunir autour d'un projet commun de mémoire et non autour d'un agenda de pouvoir. La question est maintenant, ce projet pourra-t-il réellement se concrétiser ou restera-t-il un symbole sans impact concret? L'initiative de Traoré n'est pas restée sans conséquences. Au Burkina Faso, la résonance de la lettre a été immédiate et profonde. Le président, à travers sa décision audacieuse de publier la lettre et de créer le Comité international de la mémoire partagée, a provoqué un véritable bouleversement dans la société burkinabé. De nombreux citoyens qui jusqu'à présent étaient pris dans un silence imposé par des décennies d'oubli ont commencé à se manifester.
Les anciens combattants et les civils, certains ayant vécu les événements de la guerre froide, ont partagé leurs histoires, souvent dissimulées sous des couches de douleur et de honte. Ce processus de vérité n'a pas été facile. De nombreuses blessures anciennes ont été ravivées, mais pour beaucoup, cela représentait enfin la possibilité d'être entendu. En Afrique, l'impact a été tout aussi marqué. Des gouvernements de toute la région ont salué l'initiative de Traoré comme un modèle de leadership. La question de la réconciliation historique, qui jusque-là avait été une question complexe, a pris une nouvelle dimension. Plusieurs pays ont lancé leurs propres initiatives de mémoire inspirées par le projet burkinabé. L'Union africaine a exprimé son soutien à la création d'une plateforme panafricaine pour la mémoire et plusieurs conférences sur les atrocités et les interventions étrangères en Afrique ont été organisées. Un mouvement continental en faveur de la réconciliation et de la vérité était né. Mais ce qui a surpris le plus, c'est la réponse des États-Unis. Bien qu'aucune action officielle immédiate n'ait été prise, les discussions au sein du gouvernement américain ont pris un tournant. Des rapports confidentiels ont fuité dans les médias, montrant que des diplomates et des hauts responsables réfléchissaient à une nouvelle approche concernant les relations avec les nations africaines, en particulier sur les questions de mémoire historique. Des voix au sein du gouvernement ont commencé à admettre que certaines des opérations menées en Afrique de l'Ouest pendant la guerre froide avaient été mal interprétées ou dissimulées sous des objectifs géopolitiques. Le débat a également eu lieu sur la nécessité de déclassifier certains documents militaires et de partager l'histoire avec plus de transparence. Dans le reste du monde, l'initiative de Traoré a suscité un large soutien parmi les groupes de défense des droits de l'homme et les chercheurs en histoire. Les archives des États-Unis et de l'Europe sur les opérations en Afrique ont commencé à être réexaminées et des projets de collaboration ont été lancés pour préserver la mémoire de ces événements. Les universités ont organisé des séminaires et des conférences et des livres ont été écrits pour raconter l'histoire des interventions étrangères en Afrique avec un regard plus critique. Les peuples africains, jusque-là souvent réduits au silence dans le récit mondial, ont vu dans cette initiative une chance de reprendre la parole. L'histoire des violences passées, des injustices, et des souffrances infligées par les puissances coloniales et les interventions militaires étrangères commencent à être réévaluées, non seulement pour son poids historique, mais aussi pour ses répercussions actuelles. Le Burkina Faso est devenu le centre d'une nouvelle conversation sur le rôle de la mémoire dans la construction de l'avenir. Mais à ce stade, la véritable question est de savoir si ces changements dureront et si la communauté internationale sera capable de créer un avenir où les leçons du passé sont véritablement prises en compte. Dans les 6 à 12 mois qui suivent la publication de la lettre et la création du Comité international de la mémoire partagée, 3 scénarios majeurs semblent se dessiner pour le Burkina Faso et le reste du monde. Dans une trajectoire plus prudente, l'initiative de Traoré est perçue comme un modèle de réconciliation pacifique. Le processus de vérité avance lentement avec de plus en plus de pays africains et d'anciennes puissances coloniales qui acceptent de participer à des dialogues ouverts sur la mémoire collective. Le comité de la mémoire devient un pilier central de la politique burkinabé et son impact s'étend à d'autres nations africaines qui commencent à mettre en place des mécanismes similaires. Les États-Unis, tout en continuant de maintenir des réserves diplomatiques, commencent à déclassifier certains documents militaires relatifs aux opérations en Afrique de l'Ouest, mais sans faire d'excuses officielles. Le processus est long et semé d'embûches, mais les bases pour une réconciliation durable sont posées. Cette approche graduelle permet au Burkina Faso
de rester un modèle pour les autres nations cherchant à traiter leur passé colonial et militaire de manière constructive. Dans une vision plus lumineuse, l'initiative de Traoré déclenche une vague de changements à l'échelle mondiale. Le Comité international de la mémoire partagée se transforme en un organisme de portée mondiale soutenu par des pays du monde entier. Les nations européennes et les États-Unis reconnaissent publiquement leurs erreurs passées en Afrique et participent activement à des projets de mémoire. Des réparations symboliques telles que la restitution d'artefacts culturels et des investissements dans des projets éducatifs pour les communautés touchées commencent à être mis en place. Le Burkina Faso devient un centre de réflexion sur les relations internationales et la responsabilité collective, et les dirigeants mondiaux se réunissent pour discuter de la manière dont les erreurs historiques peuvent être réparées. Ce scénario, bien qu'ambitieux, serait un véritable tournant pour la justice historique et pourrait redéfinir les relations entre l'Afrique et le reste du monde. Et puis, il existe aussi une issue plus sombre, où l'enthousiasme initial s'essouffle rapidement. La communauté internationale, bien que réceptive au début, se retire progressivement de l'initiative. Les tensions géopolitiques reprennent le dessus et les gouvernements étrangers, notamment les États-Unis, cherchent à minimiser les conséquences de leurs actions passées. Le processus de réconciliation, bien que soutenu localement au Burkina Faso, n'arrive pas à prendre une ampleur continentale. Les politiques de mémoire sont reléguées au second plan et l'histoire de l'intervention étrangère en Afrique tombe à nouveau dans l'oubli. Le comité de la mémoire est réduit à un projet de faible portée et les promesses de dialogue et de réconciliation se dissipent. Quel scénario se réalisera? L'avenir du Burkina Faso et de la mémoire historique dépendra de la volonté des nations à engager une véritable réflexion sur leur passé et à accepter la responsabilité de leurs actions. L'initiative de Traoré a un impact bien au-delà des frontières du Burkina Faso, résonnant particulièrement avec ceux qui se sentent souvent exclus du récit mondial. Pour de nombreuses personnes, la question de la mémoire historique n'est pas seulement académique ou théorique, mais profondément personnelle. Les générations passées ont vécu les conséquences des décisions prises par des puissances étrangères, et l'appel à la reconnaissance de ces souffrances devient un moyen de réparer des blessures invisibles. La transparence et la vérité ne sont pas seulement des actes symboliques, mais des instruments puissants de guérison pour ceux qui ont été marginalisés ou ignorés. Ce projet de réconciliation ouvre la voie à un dialogue qui va au-delà des nations et des gouvernements. Il touche les individus, les communautés et les sociétés civiles à un niveau plus intime, en offrant une plateforme où les récits personnels peuvent être entendus et partagés. Il crée un espace de solidarité, non seulement en Afrique, mais dans le monde entier. Ceux qui ont souffert du silence historique se voient offrir une chance de redéfinir leur place dans l'histoire. Pour les jeunes générations, cette initiative devient un modèle de ce que pourrait être un leadership fondé sur l'humilité et la reconnaissance des torts passés. Le simple fait de permettre à ces voix de s'exprimer change la dynamique de pouvoir, offrant une nouvelle perspective sur la manière dont nous pouvons tous, en tant que citoyens du monde, aborder le passé avec responsabilité et sensibilité. Cette quête de vérité et de réconciliation n'est pas un luxe ni une option, mais une nécessité pour construire des ponts durables entre les peuples. Le défi reste de savoir si ces efforts continueront à être soutenus ou si la pression du temps et des intérêts politiques effacera encore une fois cette chance de créer un avenir plus juste, pour que l'initiative de réconciliation de Traoré ne reste pas une simple idée. Plusieurs étapes clés doivent être mises en place pour assurer son succès à long terme.
La première étape cruciale consiste à garantir la participation active des communautés locales dans la collecte et la préservation des témoignages. Il est essentiel que les voix des survivants, des témoins et des descendants des victimes soient non seulement écoutées, mais également intégrées dans les décisions prises à l'échelle nationale et internationale. Pour ce faire, un réseau de collecte de témoignages locaux devrait être développé en collaboration avec les écoles, les universités et les ONG locales. La deuxième étape consiste à établir une plateforme numérique où les histoires et les témoignages recueillis peuvent être partagés à une échelle mondiale. Cette plateforme permettra aux citoyens du monde entier de contribuer au processus de réconciliation, en assurant que ces histoires ne soient pas confinées à un seul pays, mais deviennent une ressource mondiale. Cette transparence et cette accessibilité renforceront la portée et l'impact du projet de mémoire. La troisième étape est la mise en place d'un comité international indépendant qui supervisera les processus de mémoire et s'assurera que les discussions sur le passé ne sont pas manipulées à des fins politiques. Ce comité pourrait être composé d'experts en histoire, de membres de la société civile et de représentants des communautés touchées, assurant ainsi une approche équilibrée et inclusive. Enfin, la dernière étape consistera à éduquer les jeunes générations à travers des programmes scolaires et des initiatives culturelles sur l'importance de la mémoire historique et de la responsabilité collective. Cela garantirait que les erreurs du passé ne soient jamais oubliées et que les nouvelles générations aient les outils nécessaires pour créer un avenir plus juste et plus transparent. La mise en œuvre de ce plan exige non seulement une volonté politique, mais aussi l'engagement de chaque citoyen afin de transformer ce modèle de réconciliation en un véritable mouvement mondial. L'histoire de Malik, du garçon qui a trouvé la lettre, ne se termine pas dans un livre d'histoire poussiéreux. Elle se poursuit dans chaque vie qu'elle touche, dans chaque mémoire qu'elle réveille. En lisant cette lettre, Malik est devenu un messager de la vérité, un catalyseur d'un changement profond qui ne se limite pas à une nation, mais qui s'étend à tous ceux qui ont vécu dans l'ombre du passé. Le président Traoré, lui aussi, ne pourra jamais oublier ce moment où un enfant a réveillé l'histoire, un enfant qui n'a même pas connu la guerre mais qui porte le poids d'une vérité ancienne. À côté de Malik, Traoré a vu bien plus qu'un jeune garçon. Il a vu l'avenir d'un Burkina Faso libre de ses chaînes de silence et de honte. La vérité n'est pas un fardeau, mais une clé qui ouvre les portes d'une réconciliation durable. Ce processus de mémoire, bien que difficile, est un acte de courage qui permet à chaque voix de compter. Comme le disait le président Traoré, nous ne faisons pas appel à la culpabilité, mais à la mémoire. Une mémoire qui, à travers des gestes simples mais puissants, nous rappelle que le passé appartient à tous et qu'ensemble, nous pouvons bâtir un avenir fondé sur la reconnaissance et la compréhension. L'histoire de Malik et de la lettre retrouvée ne doit pas être oubliée. Elle nous rappelle que l'avenir d'une nation et de ses citoyens repose non seulement sur ce qu'ils construisent, mais aussi sur ce qu'ils choisissent de se rappeler. Le voyage vers la réconciliation est long, mais il commence par un simple acte de mémoire, un acte de vérité. Aujourd'hui, chaque histoire, chaque voix, chaque récit a son importance. Et vous, comment vous souvenez-vous de votre propre passé? Comment les choix faits aujourd'hui façonneront-ils l'avenir de votre communauté, de votre pays et du monde? Le processus de réconciliation et de reconstruction de la mémoire est une responsabilité partagée qui nous appartient à tous. Ce n'est pas un appel à l'indignation, mais à l'écoute, à la réflexion et à l'action. Rejoignez-nous dans ce voyage vers la vérité. Partagez vos histoires, engagez-vous dans le dialogue et souvenez-vous, parce qu'ensemble, nous pouvons façonner un avenir fondé sur la transparence,
la compréhension et la justice.